Si Dionysos était une femme, le premier podcast dédié aux femmes leaders dans l'univers du vin explore le sujet de la responsabilité sociétale des entreprises. Ça vous parle ? L'écosystème de la filière vitivinicole se pose encore des questions quant à s'embarquer dans cette démarche. Alors, je vous emmène à la rencontre d'acteurs du changement en lien avec la RSE. J'aborde en toute transparence avec les invités les origines du changement, les actions concrètes, l'innovation et les résultats mesurables de la démarche RSE qu'ils appliquent. Quelles motivations ont guidé la transition des entreprises vers des pratiques plus durables ? Philanthropiques, réglementaires, sur quels piliers repose leur politique RSE ? Des initiatives concrètes aux technologies innovantes en passant par des résultats tangibles, découvrons ensemble les leviers de performance pour une viticulture plus responsable et durable. Je m'appelle Aurélie Charon-Giguet, fondatrice du podcast Si Dionysos était une femme et de la société de conseil Bleu Charon. Sa raison d'être ? Simplifier la transformation vers un business plus propre, plus juste. Pour ce premier rendez-vous, j'ai l'immense plaisir de converser avec Morgane Le Breton de la Maison Le Breton en Occitanie. Pourquoi ? Parce que cela fait 10 ans que l'entreprise applique une politique RSE. Parce que c'est aussi une entreprise à mission. Et parce que la jeunesse et la fraîcheur de Morgane ne peuvent que convaincre ou presque les indécis de se persuader d'y embarquer leurs équipes. Belle écoute. Bonjour Morgane. Bonjour Aurélie. Alors je suis ravie d'être ici. On va discuter RSE, responsabilité sociale et environnementale ou responsabilité sociale des entreprises. À toi de me dire. Je dirais même responsabilité sociétale des entreprises. En effet, il y a plein de mots différents. On peut même parler de responsabilité sociétale des organisations pour englober aussi le monde associatif. Mais en effet, ça prend bien en compte le social, l'environnement et l'économique, les trois piliers du développement durable. Alors Morgane, est-ce que tu peux nous présenter la Maison Le Breton, s'il te plaît ? Oui, on est une entreprise familiale. J'y travaille avec mes parents. On est producteur négociant en vin au nord de Montpellier, dans le sud de la France. On produit 1 million de bouteilles. On opère sur 2 domaines d'un seul tenant qui font 220 hectares, dont une quarantaine d'hectares de vignes. Et donc en effet, on a 2 particularités. La première, c'est qu'on est producteur négociant. Et la deuxième, c'est qu'on a une importante démarche RSE formalisée surtout depuis 2014, depuis 10 ans. Est-ce que tu pourrais donner, toi, ta définition de RSE ? Oui. Alors, pour moi, la RSE, c'est vraiment une démarche qualité de prise de connaissance et conscience de ses impacts pour chercher à les améliorer. Donc, on parle vraiment de démarche qualité. Ça, c'est très important selon moi. Ce n'est pas une démarche de communication, c'est vraiment une démarche de process d'entreprise avec de l'amélioration continue, donc un suivi d'indicateurs qui nous dit si oui ou non on a atteint nos objectifs pour s'améliorer, pour pouvoir contrôler, améliorer ses impacts. Donc ça aussi, la notion d'impact est super importante puisqu'on englobe tous les impacts sur l'ensemble de notre sphère d'influence, de nos parties prenantes, de tout ce qui se passe dans notre écosystème. D'accord, tu vas nous expliquer tout ça. La Maison Le Breton a mis en place la démarche RSE il y a déjà 10 ans. Quelle est l'origine de ce changement et pourquoi ? On est arrivé au domaine de la JAS en 1995. Mon père, qui est œnologue, a été recruté par l'ancien propriétaire qui était un importateur de vin néerlandais. Mais ma famille a eu la chance de pouvoir acheter et reprendre l'entreprise et le domaine en 2008. Donc techniquement, on est là depuis 30 ans et l'ADN de l'entreprise est né il y a 30 ans. Mais la démarche RSE s'est formalisée dans les années 2010, quand mes parents ont repris l'entreprise. Mon père cherchait un moyen de donner du sens à cette dette qu'il venait de contracter dans l'acquisition au Crédit Agricole, dans l'acquisition d'un domaine et de l'entreprise, parce qu'en fait, il s'est dit c'est beaucoup d'argent, mais cet argent, c'est pas des tracteurs, des murs, des terres. Cet argent, en fait, c'est les digus qui se lèvent tous les matins pour venir travailler avec moi, en fait. Et du coup, donner du sens, c'est vrai que c'est une phrase un peu bateau aujourd'hui, mais en fait, ça veut dire beaucoup de choses, parce que c'est valoriser cet argent. L'argent a une valeur monétaire, bien sûr, mais pas que. Il a aussi une valeur sociale, parce qu'il y a des gens qui viennent travailler, une valeur environnementale, parce qu'en fait, on investit cet argent sur des choix qu'on fait sur l'environnement autour de nous. Et en fait, c'est mon oncle, qui travaillait chez Veolia à l'époque, qui lui a dit, mais en fait, ce que tu veux faire, c'est la RSE.
Grosse boîte, Veolia, eux, ils connaissaient ça. Et du coup, on s'est lancé là-dedans avec le prisme qualité, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est une démarche de qualité. On l'a vraiment pris avec le prisme stratégique. Ok, on vient de racheter l'entreprise, on veut définir notre stratégie, notre vision, tout ça, qui on est, comment on fait les choses. Et du coup, la démarche RSE nous a donné le guide stratégique pour pouvoir activer toutes ces réflexions. Donc tu veux dire que la RSE vous a aiguillé sur la manière de construire l'activité? Exactement, c'est exactement ce que tu dis, la manière de construire. C'est pas, la RSE, c'est pas la fin, l'objectif, la finalité, c'est la manière de. C'est tous les processus qu'on va mettre en place pour pouvoir sortir nos bouteilles de vin avec un impact contrôlé et maîtrisé. D'accord. Et alors, quelles ont été les principales motivations au départ qui ont poussé à ce changement? C'est cette prise de conscience des impacts déjà réchauffement climatique qui étaient prévisibles, ou c'est vraiment cette quête de sens à apporter en valeur ajoutée quelque part à cette entreprise? C'est un mix un peu des deux parce que ça part forcément de convictions personnelles. Ça, les convictions intrinsèques sont super importantes parce que si on ne croit pas là où on veut aller, on ne peut pas y aller. Et c'est dans la quête en fait qu'on a pris de plus en plus de recul. La RSE, c'est une analyse de risque. C'est vraiment comprendre nos enjeux. Tu parles de réchauffement climatique, ça c'est quelque chose qu'on voit et qu'on constate. Mais nous, on sait que c'est un de nos enjeux parce que justement dans notre analyse de risque, dans notre analyse de SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, et c'est en premier lieu parce que justement, on est une industrie qui consomme énormément, qui émet énormément. Donc, on a constaté ces choses-là. Il y a une autre strate qui est la relation avec les parties prenantes. Parce qu'on a posé des questions, voilà, on a posé des questions autour de nous. En fait, est-ce que ça a du sens pour vous aussi que nous, on aille sur ce terrain-là, qu'on prenne conscience de certains de nos impacts et de nos sujets? Et en fait, les parties prenantes, oui, nous embarquent là-dedans, elles sont moteurs. Donc, c'est pour ça vraiment qu'on a été motivé à y aller. D'accord. Alors en action concrète, aujourd'hui, sur quel pilier vous avez construit votre RSE? Donc il y a dans la RSE, je parlais surtout d'étapes concrètes. Donc je parlais de l'analyse de risque qui permet de dresser les enjeux principaux, les questions principales et les domaines d'action sur lesquels on doit s'investir. Après, on va construire une matrice de matérialité, justement. Est-ce que c'est important pour moi, pour mes parties prenantes, pour voir où est-ce qu'il y a les plus gros enjeux sur lesquels on doit vraiment se positionner. La sphère d'influence qui permet de classer toutes les parties prenantes en grandes familles et justement toujours connaître notre niveau de relation avec elles. Et ensuite, cartographier les processus. Justement, on va rentrer dans le vif du sujet et quelles sont les actions, les indicateurs qu'on va suivre, etc. Ce que je dis souvent, c'est que la RSE, c'est pas un catalogue de bonnes pratiques. On a tendance justement des fois à se demander qu'est-ce que vous avez fait dans votre démarche RSE pour prouver ce que vous avez réalisé. C'est une démarche globale, hein, c'est du 360. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on a mis en place grâce au processus de réflexion que nous a offert la RSE, mais ce n'est pas juste des bonnes pratiques pour des bonnes pratiques. D'accord. Alors est-ce que tu peux donner la définition de partie prenante? Parce qu'on l'entend souvent en RSE, mais je pense que pour les auditeurs et auditrices, ça permet de mieux comprendre. Une partie prenante, c'est un acteur qui a une relation avec vous. Donc il y en a de tout type. On va penser aux fournisseurs en premier. Fournisseurs qui sont les parties prenantes les plus importantes. Hein. Selon nous, dans le vin, notre embouteilleur, partie prenante gold, lui il est premium, tout ce qu'il faut. Fournisseurs de bouteilles, forcément. Tous les fournisseurs de matières sèches, mais aussi comment les négociants, les partenaires vrac sont une partie prenante sans qui on ne pourrait pas exister. Les collaborateurs et les collaboratrices, forcément. Et après, on va tirer en fait sur tout l'écosystème. Donc ça va des voisins, parce qu'on a un impact sur eux. Ça va aller aux mairies, aux institutions publiques. Selon votre niveau, on peut aller chercher des députés français, européens. Ça va jusqu'aux clients, bien évidemment. Les clients sont une énorme partie prenante super importante. Et les partenaires recherche et développement. Vous voyez toutes les personnes avec qui vous avez des interactions et des impacts. Et souvent, on pense que les personnes les plus importantes, c'est les clients et les collaborateurs. Oui, mais pas que. En fait, on réalise qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des impacts sur nous. Et nous, nos parties prenantes, on les rencontre très régulièrement. On va en parler d'ailleurs un peu plus tard. Et en fait, même le commercial de l'école de communication dont on a une alternante chez nous est une de nos parties prenantes. D'accord. On entend souvent, la RSE, en fait, ça coûte cher,
faut du temps. Qu'est-ce que tu dirais pour les entreprises qui n'ont pas encore passé le cap de se poser la question, je vais y aller vers la démarche RSE, j'ai envie d'eux, mais je suis retenue. Qu'est-ce que concrètement, est-ce que tu peux partager ton expérience? C'est vrai c'est un monde inconnu parce qu'on se dit justement, je vais devoir trouver des indicateurs, les suivre, ça va prendre du temps, le temps c'est de l'argent, etc. Ou je vais devoir investir dans des technologies moins impactantes de l'environnement. Mais en fait, c'est un peu, c'est l'équilibre de tout ça. Les impacts, donc développement durable, c'est social, environnemental et économique. L'économique a sa place. Si on n'a pas d'argent pour payer nos fournisseurs, nos droits sociaux, nos salaires, etc., en fait, on n'est pas durable, on n'est pas RSE. Donc l'argent aussi a sa place et l'argent est super important. Et en fait, il ne faut pas y aller en regardant quelle est la pratique que je vais devoir mettre en place, mais plutôt quelle réflexion stratégique ça va m'offrir. Je prends souvent comme exemple, justement, je demande à quel moment avez-vous fait votre première réunion Covid, quand il y a eu la crise. Et nous, en fait, on ne l'appelait pas réunion Covid parce qu'on ne savait pas ce que c'était, mais on savait qu'il se passait un truc. Parce que grâce à nos relations avec nos parties prenantes et cette analyse de risque, on sentait qu'il se passait quelque chose. Et au final, on l'a faite début mars, cette première réunion où on s'est dit, le fournisseur, il met du temps à nous livrer, il a l'air de se passer quelque chose. Et c'est cette analyse de risque où on est constamment ouvert aux signaux faibles, attentif à ce qui se passe dans notre entourage et chez nos parties prenantes, qu'on arrive à établir notre stratégie. Donc le conseil, c'est ça pour moi de se lancer dans la RSE, pas regarder les dépenses telles quelles, surtout qu'au final, avoir une démarche RSE, ça va aussi permettre d'avoir plus de subventions. Dans la région Occitanie, on a la chance d'avoir une région qui est très engagée et qui propose 10% d'aide supplémentaire quand on est engagé dans une démarche RSE. D'accord, donc il y a les subventions qui aident, mais également ça peut être un levier de performance. Tout à fait, pour aller chercher des choix stratégiques où on hésite. Et par exemple, il y a des choix qui sont tout bénef, réduire le poids de la bouteille. Économiquement, la bouteille coûte moins cher. Environnementalement, le bilan carbone est nettement diminué. Et socialement, les cartons sont beaucoup moins lourds, donc les risques de TMS aussi. Alors, troubles musculo-squelettiques, TMS, d'accord, merci. Ouais, troubles musculo-squelettiques. Et donc du coup, voilà, c'est le genre d'action qui est tout bénef. Ces 3 piliers, c'est génial. Mais il y en a d'autres où on joue en fait avec tous les piliers. L'exemple que je donne souvent, c'est aux prémices de la confusion sexuelle. Vous savez, la technique de lutte naturelle dans le vignoble. On avait des racks, en fait, donc des petits des morceaux de plastique avec dedans des phéromones féminines, du coup, pour faire partir les mâles, chasser les mâles, voilà. Et en fait, ça, environnementalement, on était sur une méthode de lutte dite naturelle, donc moins impactante qu'une stratégie phyto de synthèse, mais les racks étaient en plastique fabriqués en Chine, non recyclables. Socialement, il fallait le poser tous les 5 mètres, donc sur un vignoble de 45 hectares, où il fallait aussi toucher, voilà, donc tous les 5 mètres, c'était marcher, se baisser, l'attacher, se relever, 5 mètres, se percer, donc très très dur. Mais économiquement, là, toutes les subventions sont jetées dessus parce que c'était une méthode de lutte naturelle, ils voulaient leur faire la promotion, donc il y avait beaucoup d'aide pour ça. Donc vous voyez que là, on a les 3 piliers, on joue avec. Nous, on s'est lancé dedans, on savait qu'environnementalement parlant, il fallait aussi qu'on se tape de les ramasser. Malheureusement, c'est du tout venant, c'est pas du déchet valorisé, mais par contre, dans nos relations avec nos parties prenantes, tous les 6 mois, on allait voir nos fournisseurs. Il faut faire avancer les technologies, il faut faire avancer l'innovation, il faut chercher autre chose parce que ça, en fait, c'est pas possible. Oui, c'est de la lutte naturelle, mais le rack plastique fabriqué en Chine non recyclable, c'est juste pas possible. Donc en fait, vous avez aussi un rôle important. Alors, chaque partie prenante, donc toi tu es partie prenante, enfin la société Maison Le Breton bien sûr, est partie prenante d'autres entreprises. Donc en fait c'est un échange permanent qui permet une innovation et une amélioration de chaque action en lien avec les écosystèmes des uns et des autres. En fait. Exactement. C'est ça. Donc en fait c'est repenser un peu le business et pas rester dans sa bulle, c'est ça? C'est vraiment de l'inter-échange pour co-construire. Exactement. D'accord. Et ça, aujourd'hui, à tous les niveaux, chaque partie prenante est complètement ouverte à ces échanges sans aucun problème. Et si oui, comment est-ce que ça se passe? C'est sous forme d'échange verbal ou est-ce que ce sont des rapports écrits? Comment vous fonctionnez? On fait beaucoup de visites.
justement, on va chez nos parties prenantes, on a des trames de questionnaires, mais c'est plus regard croisé en fait, c'est pour en savoir un peu plus sur comment ils font les choses eux et comment on pourrait faire les choses nous ensuite ensemble. Donc c'est vraiment très informel, des petites histoires pour comprendre comment ils travaillent. Et, et tu parlais de business et c'est ça qui compte parce qu'à la fin on fait du business. Hein. Et c'est un gain de temps et d'énergie sur plein de choses parce que dès que l'entreprise comprend la dynamique dans laquelle on est, la démarche dans laquelle on est, on a un gain de temps sur des devis qu'on va forcément refuser. Je prends souvent l'exemple de notre imprimeur d'étiquettes qui est venu un jour avec son graphiste parce qu'on avait un projet à leur proposer. Et le graphiste nous dit ah oui, regardez, là on a une étiquette, c'est un papier, c'est du bois en fait, donc c'est vraiment nature, c'est vraiment vous, ça vous représente totalement, c'est super. Et avant même qu'on demande ou qu'on pose quoi que ce soit, le commercial il dit non, 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 non parce que ça on se fournit aux États-Unis, donc c'est pas du tout leur truc en fait. Et du coup j'étais là, bah, génial, j'ai même pas eu à parler. Le commercial il savait qu'il allait pas me vendre un truc qui en effet visuellement pouvait évoquer. Mais il dit bah non, on fait pas du greenwashing ici, donc non, ça vient des États-Unis, on sait que le bilan carbone ça leur ira pas, donc on le fait pas. D'accord. Donc très justement, chacun participe à l'évolution de l'un de l'autre en fonction des valeurs et de son rôle, de sa mission. Alors justement, je voudrais en revenir aussi sur le fait qu'aujourd'hui, à Maison Le Breton est une société à mission. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une société à mission, s'il te plaît ? Alors, société à mission, c'est une qualité d'entreprise qui a été promue par la loi Pacte, qui est sortie en 2019, qui permet aux entreprises d'ajouter dans leur statut une raison d'être et des objectifs statutaires. Aujourd'hui, une entreprise, dans ses statuts juridiques, elle a un objet social, tout plein d'informations juridiques qui expliquent qu'elle existe à valeur à but lucratif. Donc c'est pas le capitalisme c'est nul, hein, c'est juste comme ça, on existe pour faire de l'argent, c'est totalement normal. Et en fait, la loi Pacte permet de dire que l'entreprise existe pas seulement que pour créer de la valeur économique, mais aussi pour créer de la valeur sociale et environnementale. Donc on a inscrit notre raison d'être dans nos statuts et on doit suivre d'autres obligations qui est d'avoir un comité de mission, donc un comité qui vient vérifier, donc c'est un bébé comité des parties prenantes, parce qu'on est plus restreint, qui vient vérifier la cohérence de tout ça, qu'on Donc fait bien ça ce veut qu'on dire, dit. pardon, quand tu dis comité de parties prenantes, tu vas faire une sélection fournisseurs, clients, par exemple, c'est ça ? C'est ça, voilà. Donc j'ai pris des personnes, donc on est 8, qui représentent un peu les différentes parties prenantes tout à fait et qui ont des compétences parce que là on vient vraiment regarder les indicateurs, vraiment vérifier la cohérence de tout ça, donc qui ont des compétences dans le social, dans l'environnement, dans la comptabilité et dans le monde de l'entreprise. Et il y a un deuxième organe qui vient vérifier, qui est un organisme tiers indépendant, qui vient vérifier si on suit bien notre mission. Alors en France, il y a beaucoup de commissaires aux comptes qui sont devenus OTI de société à mission parce qu'ils ont cette capacité et ces compétences à regarder des choses et à tamponner, dire oui ou non c'est atteint. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a plein de cabinets qui se lancent dans l'aventure de la société à mission pour devenir eux-mêmes OTI parce que c'est aussi un moyen, même si c'est de la vérification, c'est aussi un moyen de se faire challenger en fait sur notre mission et de grandir avec eux. Donc en fait, quand ils viennent voir des indicateurs, c'est ça ? Donc ça veut dire que toi, en amont, vous avez mis en place des systèmes de mesure. Donc c'est quoi ? C'est des tableaux Excel ? Comment ça fonctionne ? Donc dans nos statuts, on a 4 objectifs statutaires qui sont réunis en 4 qualités, le bon, le bien et le beau. Le bon, la qualité gustative, avec un objectif statutaire qui est de rendre le plaisir de la dégustation responsable accessible à tous. Ensuite, on a des objectifs opérationnels et des indicateurs. Et justement, l'OTI ou le comité de mission viennent regarder si, dans les statuts, vous avez écrit « rendre accessible le plaisir de la dégustation responsable accessible à tous », il faut que les objectifs et les indicateurs y prouvent ça. Donc par exemple, pour celui-ci, vu qu'on parle du vin, on a 2 entrées. Une entrée sur le confort de dégustation, vraiment sur la qualité, le jus, quoi. Donc on a un indicateur qui suit les médailles, le volume de vin médaillé d'or ou d'argent à des concours de pairs. Il y avait aussi par exemple la teneur en sulfite dans nos vins, parce qu'on est très intéressé justement à limiter nos intrants. Et en fait, on a une stratégie de sulfite dans le vin qui est très très minime. Donc du coup, là, on le valorise pour montrer qu'on parle vraiment de confort de dégustation. Et après, on va avoir quelque chose plus sur la dégustation responsable, où on fait la promotion justement des vins qui ont été réalisés correctement, donc des vins certifiés, vignerons engagés, haute valeur environnementale, Terra Vitis, donc le volume de vin qui est certifié, ou encore
la quantité de supports de communication, de packaging qui font la promotion de consommation responsable. On a écrit sur nos cartons un petit guide pour consommer responsablement le vin. Aujourd'hui, quand vous achetez des pâtes, on vous conseille le temps de cuisson et des idées de recettes, etc. Quand vous achetez une bouteille de vin, on ne vous dit pas comment il faut la consommer. Et alors que c'est très important de savoir consommer une bouteille de vin. Ouais, ou alors sur la contre-étiquette avec un poulet va rôti avoir et des choses comme ça. la classique pièce du boucher, exactement. Oui. Et du coup, là, on a fait, sur nos cartons, par exemple, on a écrit première étape, choisir son vin favori. On ne va pas boire pour boire, on boit quelque chose qu'on a choisi consciemment. Deuxième étape, le partager avec les plats qu'on aime, les gens qui nous font sourire. On va consommer du vin dans un moment convivial, avec à manger, avec d'autres personnes. La troisième étape, c'est prendre soin de soi et des bouteilles dans sa cave, parce que quand on est dans un régime équilibré, sain, comme le régime méditerranéen, il faut prendre soin de soi et de ses bouteilles. Et la dernière étape, on en parlait tout à l'heure, c'est je recycle ma bouteille et mon bouchon dans les bacs de tri respectifs. Parce qu'on parle souvent du vin de la vigne au verre, mais non, la fin de vie du vin, c'est la poubelle. Voilà, et puis il faut éduquer malheureusement nos consommateurs à... Tout à fait, c'est beaucoup de sensibilisation. La bonne poubelle, d'accord. Donc en fait, ce sont des mesures qui sont réétudiées chaque année, c'est ça? Qui sont auditées chaque année? C'est ça. Alors l'audit vérification OTI a lieu tous les 2 ans. Cet organisme vient vraiment vérifier qu'on est toujours sur la même lancée. Le comité de mission, qui est du coup une démarche interne, ça on le fait 2 fois par an pour leur montrer que c'est bon, on n'est pas parti en live par rapport à ce qu'on avait dit qu'on allait faire par rapport à notre feuille de route. Je pense que tu peux rediriger tout ou rectifier. Oui, voilà. C'est vraiment une démarche qui vit. Et par exemple, il y a à part ces 4 objectifs statutaires qui sont inscrits dans les statuts, les objectifs opérationnels et les indicateurs, ils évoluent tous les ans. Parce qu'en fait, dès qu'on a terminé quelque chose, on se dit, bon, on a atteint notre objectif, on arrête de le suivre. L'indice de fréquence de traitement herbicide, par exemple, on ne voulait plus traiter herbicide. Donc, on avait des indicateurs tous les ans de réduction. Maintenant qu'on est arrivé à 0, on ne le suit plus, cet indicateur. D'accord. Et est-ce que tu es obligé de remplacer par de nouveaux indicateurs sur d'autres paramètres ou... Pas nécessairement, il n'y a pas d'objectif de quantité, c'est plus la qualité et la cohérence qui comptent en fait. C'est vraiment cette cohérence-là. Il faut que chaque indicateur, chaque action montre qu'on répond à notre raison d'être. D'ailleurs, je ne l'ai pas dite, je vais la dire comme ça pour voir de quoi on parle. Oui. Donc notre raison d'être, le pourquoi on existe et ce qui est inscrit dans nos statuts, c'est nous créons le grand cru de tous les jours et nous façonnons nos paysages autant avec ceux qui côtoient nos vignes que ceux qui partagent nos vins. Ça a été un gros travail de co-construction. Tu parlais de la co-construction avec les parties prenantes. En interne, ça existe aussi. Donc, on l'a écrite avec les membres du COPIL stratégique. C'était un grand moment là. C'est dictionnaire synonyme, chaque virgule compte. On voulait le champ lexical de la culture, de la création, de l'art, parce que pour nous, le vin est une création de l'homme. Donc, on voulait vraiment avoir ce côté-là. On voulait intégrer autant les gens qui partagent nos vins, qui aiment et qui sont consommateurs, que les gens qui côtoient nos vignes, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ne consomment pas nos vins, mais on a un impact sur eux, donc il faut les considérer aussi. Et façonner nos paysages, parce que c'est nous qui faisons le choix de planter des arbres ou non dans notre vignoble, quoi. Je voudrais revenir sur justement la mise en place de la RSE. Sur quel pilier vous êtes appuyé pour votre démarche RSE au sein de la maison Le Breton? On est parti sur tous les fronts. En fait, on est aussi convaincu que la révolution environnementale va être une révolution sociale. Donc, tout est lié entre eux. Et ça, c'est pour ça super important pour nous. On est dans l'industrie du vivant. Et en fait, le vivant, tout ce qui tourne autour de nous est vivant. Et il y a beaucoup de choix environnementaux qui sont d'abord des choix sociaux. Par exemple, on a retiré les capsules de nos bouteilles. Donc, les capsules, le complexe alu-plastique en haut des bouteilles. Donc ça le premier impact auquel on pense, c'est l'environnement, parce que c'est un déchet de moins qui n'était pas valorisé. L'aluminium, c'est les mines en Ukraine, donc il y avait déjà un sujet d'approvisionnement. Mais en fait, on a mis 4 ans à le faire parce que c'était un enjeu social. Est-ce que nos clients sont prêts à accepter un packaging qui a toujours eu la tête de la capsule rouge dessus? Est-ce qu'il est prêt à accepter qu'on l'enlève en fait? Et du coup, la réponse est oui. On a mis 4 ans à se poser des questions et finalement, en fait, il ne s'est rien passé. On a fait des petites enquêtes,
On a posé plein de questions et tout, et en fait, ça a été super bien perçu. D'accord. Et ça, en fait, dans les relations avec les parties prenantes, la dernière étape, c'est qu'aujourd'hui, on peut le faire. Historiquement, la capsule servait à poser le sceau des douanes à la Marianne. Ouais, la Marianne, ouais. Aujourd'hui, depuis 2019, on peut ne plus la mettre en faisant une déclaration DSA au préalable à la vente. Et en fait, mes consoeurs et confrères me disent, bah oui, moi, je ne peux pas administrativement le faire. Aujourd'hui, nous, grâce à notre démarche RSE et grâce à ce pas qu'on a fait, on a le poids pour parler aux députés et leur dire, bah voilà, ça c'est quelque chose qu'il faudrait que tout le monde puisse le faire, retirer les capsules. Il faut réduire les démarches administratives. Est-ce que vous pouvez regarder les projets de loi pour pouvoir essayer de faire avancer et permettre à tout le monde de retirer ce déchet de leur bouteille. Mais d'accord, donc j'entends bien, la capsule a été enlevée, donc ça c'est un déchet de moins et ça c'est énorme, effectivement. Et c'est quelques centimes de plus gagnés aussi. Exactement. Du coup, on a un poste de moins dans les matières sèches qui est parti. D'accord. Donc sur le volet social, au niveau du management, je pense que tu avais envie d'échanger, de partager. Ouais. On a parlé un peu de la co-construction tout à l'heure. Chez nous, c'est quelque chose qu'on pratique énormément, la co-construction, la co-écriture, créer les choses ensemble. On n'est pas du tout dans un esprit descendant. Dans l'équipe, on est tous très autonomes, très polyvalents sur nos postes. Et ça, c'est une force, parce que du coup, quelqu'un qui est bien dans son travail, qui a les outils, les moyens, les compétences, peut créer la valeur de l'ensemble de l'entreprise, en fait. Et on a mis en place un système de management de la qualité, SMQ, donc c'est un mot très moche pour dire en fait juste toutes les occasions de partage, de dialogue qu'on a en place dans l'entreprise, à commencer par le socle, les réunions, les points quotidiens de toutes les équipes. On se parle entre nous sur ce qu'il y a à faire aujourd'hui, les problèmes que j'ai. Donc ça témoigne beaucoup d'agilité en fait. On est une petite boîte, donc on peut être très flexible dans tout ce qu'on fait. On a une réunion hebdomadaire avec les pilotes de process pour voir justement les projets en cours, qu'est-ce qui se passe, et traiter un peu toutes les améliorations à faire. On essaye de ne pas dire non-conformité parce que c'est très négatif, mais c'est ça en fait. On traite justement toutes les améliorations, tous les petits couacs, les petits dysfonctionnements, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer les choses dans l'entreprise. Et au fur et à mesure, on monte avec, par exemple, le séminaire d'équipe qui va avoir lieu la semaine prochaine, où on va faire le bilan sur l'année passée et revoir un peu les feuilles de route qu'on a déjà mis en place depuis 3 mois pour l'année 2024. Et c'est toutes ces occasions-là où on discute, où on partage, où on fait remonter des informations pour voir où est-ce qu'on peut s'aiguiller. Et un autre moment important dans cette co-construction et ce type de management, c'est le comité des parties prenantes. J'en parlais tout à l'heure, où une fois par an, on réunit tous ces acteurs. Donc on invite 200 personnes et on a une soixantaine qui viennent. Donc c'est assez énorme parce qu'on a 60 personnes qui viennent discuter de comment on peut faire le vin responsable de demain, en fait. D'accord. Et ce sont des thématiques à chaque fois Oui, on essaye de faire des thématiques tous les ans avec des tables rondes et des systèmes d'intelligence collective différents pour pouvoir créer de la valeur. Cette année, on a travaillé sur deux thèmes. La biodiversité, avec la sauvegarde du sol et de la faune, et le développement économique local. Parce que ce qu'on n'a pas dit en préambule, c'est qu'on exporte à 90%. Et donc toute cette valeur dont j'ai parlé pendant tout ce temps, elle est exportée, mais elle est aussi créée sur place, en fait. Et donc il faut qu'on trouve comment on peut créer un tissu économique local au travers des dons, de la philanthropie, etc. Et donc ça, c'est très intéressant. Et toute l'équipe participe aussi à ce comité. Donc l'équipe, que ce soit les vignerons, cavistes, au caveau, parle et discute avec des gens de l'extérieur qui nous connaissent parce qu'ils sont fournisseurs de bouteilles, d'étiquettes ou partenaires vrac. Et du coup, l'équipe elle-même a le recul de ce qui se passe vraiment dans le marché du vin. Très bien. Voilà. C'est vraiment une très belle action. Et donc ça, vous le faites depuis combien d'années ? Depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Je pense que les retours sont incroyables. Oui, on a des retours de folie parce que même nous, on est toujours super surpris en fait que des gens viennent parler avec nous de comment on peut faire les choses mieux. Et en fait, les gens viennent parce qu'ils se nourrissent eux-mêmes justement des échanges avec les autres personnes.
Et donc la mise en place de ces ateliers, c'est toi qui les organises directement ou Ouais. tu passes par une société externe ou... Alors, on s'est associé cette année, au dernier comité avec des voisins du village d'à côté qui ont un cabinet de conseil en intelligence collective. Et parce que justement, on se disait, là, l'année dernière, on devait être une cinquantaine de participants, là 60, on s'est dit, en fait, les gens ont des attentes, vraiment. Donc il faut qu'on soit au niveau des attentes. Et donc on est passé par un cabinet, on s'est dit comme ça, déjà on sera plus en phase 2, il y aura quelqu'un au milieu. Donc si nos parties prenantes veulent nous dire, là vous dites que vous faites ça, mais non, c'est bidon, vous dites que vous faites ça, mais vous ne le faites pas en fait. Donc peut-être qu'avec quelqu'un au milieu, ils sont plus à même de nous challenger justement sur nos pratiques. Donc ça c'est intéressant. Et aussi pour construire davantage, voilà justement, une leçon qu'on a tirée de cette année, c'est qu'on s'est dit en fait il faut qu'on assume cette position-là. Avant on faisait un atelier, voilà, on disait 2 heures, on ne veut pas prendre plus de temps aux gens. En fait on s'est dit bah non, les gens, tout le monde nous dit c'est trop court, on aurait aimé parler encore plus de certains sujets et élaborer beaucoup plus nos propositions d'action. Donc on se dit bah, on va prendre une après-midi complète cette année. Très bien, très bien. C'est un peu ce que fait aussi les vignerons engagés, qui justement cette semaine, malheureusement c'était en Champagne, donc c'était un peu loin, mais un sujet fort intéressant avec des conférences, des échanges incroyables, table ronde. Ah c'est ça, l'équipe de vignerons engagés et Iris sont super bien formés en intelligence collective et justement c'est un des derniers piliers de la RSE, c'est le mouvement, c'est ça, c'est un mouvement. C'est pas on pense, voilà, je vais poser mes indicateurs, ok, j'ai répondu à mes objectifs, tout ça. L'OTI, quelqu'un est venu me dire oui, c'est bien. En fait, non, c'est de l'amélioration continue, c'est du mouvement continu. Et Vignerons engagés, ce qui porte, c'est ça, c'est du mouvement. C'est un collectif, on est engagés tous ensemble et on avance tous ensemble. Et justement, parlant de label, puisque Vignerons engagés est un label, est-ce que vous êtes vigneron engagé Maison Le Breton? Non, on n'est pas vigneron engagé. Aujourd'hui, il y a quelques zones de flou encore par rapport à notre statut de producteur négociant, où c'est un peu compliqué par rapport à la partie négoce de pouvoir obtenir le label, mais on leur parle beaucoup. Ils étaient présents d'ailleurs à notre comité des parties prenantes, parce que forcément on a des synergies communes et qu'un logo pour un logo, c'est sûr que c'est très chouette et ça sert de valoriser des collectifs et des dynamiques et des initiatives. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on fait tous ensemble et comment on fait avancer la filière. Donc on est très contents de partager beaucoup de choses ensemble. Nous, on est sur un autre mouvement qui est Bicorp, qui est un label international qui est ouvert à toutes les entreprises, toutes industries différentes. Et, pourquoi ce choix, Bicorp? C'était dans la continuité un peu de notre parcours. En 2000, on parlait d'il y a 10 ans, on s'est tourné vers ISO 26000, qui est la norme référentielle qui est portée en France par l'AFNOR avec le label engagé RSE, parce que c'était très français, on s'est lancé dans la RSE. Ok, qui est-ce qui peut nous dire qu'on le fait bien? Il y a une norme, ok, allez, on passe à la norme. Donc c'est comme ça qu'on a fait notre première évaluation. Ensuite, on est venu société à mission, parce que c'était la suite logique des choses, toujours pareil, dans une démarche d'engagement. Et Bicorp, en fait, ça nous permettait, je parlais de l'amélioration continue, nous challenger sur un autre référentiel. Même si c'est la même philosophie d'RSE, de responsabilité sociétale, on a une autre vision de nos pratiques, de ce qu'on fait. Et comme c'est un label international, il y a des questions qui sont posées à des entreprises du monde entier, donc de cultures différentes de la nôtre. Donc c'est très intéressant parce que justement, il y a des questions sur lesquelles nous, on gagne des points parce que c'est la loi en France, congé parental, mutuelle, on gagne des points, c'est la loi, c'est comme ça. Il y a des questions sur lesquelles on a le droit de ne pas répondre parce qu'encore une fois, c'est la loi en France, mais par contre, qui nous challenge sur, ok, quelles vont être les questions qu'on va se poser plus tard. Il y a une question, par exemple, qui est, est-ce que les femmes de votre entreprise se sentent femmes? Donc ça, en France, où on est un peu à la fin de la diversité, où on prône plus le CV anonyme, on ne regarde pas le genre, on ne demande pas l'orientation sexuelle, c'est illégal de toute façon, c'est comme ça. En fait, dans une culture un peu plus anglo-saxonne américaine, on est dans une dynamique d'inclusion où justement, non, on va valoriser. C'est ça. Et en fait, ça, je l'ai compris aussi. Et moi qui suis une jeune femme de 30 ans, en fait, j'en faisais pas une force, c'est comme ça, c'est voilà. Et en fait, l'inclusion, c'est ça, c'est reconnaître que si, c'est une force. Et c'est qui je suis. Et si ça me permet de répondre à ce joli podcast aujourd'hui, tant mieux, en fait, c'est pour cette raison que je suis là. Et donc, ce genre de questions, on s'est forcé à y répondre. Enfin, on s'est forcé, non, on s'est dit, allez, on pourrait ne pas y répondre parce qu'en France, c'est pas un sujet
qui est très touché du doigt. Mais en fait, ça nous a permis de nous réunir avec les femmes de l'entreprise et dire ça va, ça va, ça va. Donc ça va. Alors, concernant les défis, les obstacles, est-ce que tu as quand même rencontré, même c'est vrai que ça fait 10 ans, donc je suppose qu'il y a 10 ans, ça a dû démarrer la RSE, la démarche sur quelques petits points, et puis petit à petit, vous avez ouvert le spectre et c'était plus facile maintenant avec ce recul-là. Néanmoins, est-ce qu'il y a des défis qui ont été rencontrés durant cette transition? Ça peut être, je ne sais pas moi, des défis ou des obstacles de parties prenantes, mais pas du tout, parce qu'on n'est pas prêt. Ou quels sont-ils? Mais exactement, tu as touché du doigt le grand sujet, en effet. C'est d'expliquer, en fait, et nos parties prenantes peuvent avoir du mal des fois à comprendre pourquoi on va faire tel choix plutôt qu'un autre. Aujourd'hui, c'est bien parce que justement, bilan carbone, empreinte environnementale, ça, tout le monde saisit. Donc on peut justifier qu'on va choisir une option plutôt qu'une autre à cause du bilan carbone. Mais avant, c'était très compliqué. Et c'est vrai qu'on a parlé des capsules. En fait, avant d'enlever les capsules, on cherchait en fait une solution alternative. Donc on parlait avec notre fournisseur de papier, enfin on ne savait pas, on disait allez, on cherche des choses. Et en fait, c'est vrai que notre fournisseur n'était pas très proactif dans les recherches et essayer de nous donner une solution. Et du coup, il a subi notre solution. Parce qu'en fait, c'est au fur et à mesure des conversations qu'on s'est dit ok, bon, on ne trouve pas, ok. Mais en fait, pourquoi on met la capsule? Pour les douanes, pour la marine. Ok, depuis 2019, c'est plus obligatoire. Ok, il faut faire quoi en fait? Il faut faire ça, ok, on est capable de le faire, tout le monde dans l'équipe, c'est bon, on est formé à faire cette déclaration DSA, oui, ok. Ok, en fait, et c'est là qu'on s'est dit, en fait, on le fait parce qu'on a toujours fait comme ça. Mais en fait, ça sert à rien la capsule dans la bouteille, c'est le bouchon qui ferme la bouteille. C'est esthétique. Voilà, ça sert à rien œnologiquement, je veux dire. Mais par contre, esthétique, non, ça fait partie du packaging, etc. Et du coup, voilà. Et donc c'est ça, voilà, le plus gros obstacle, c'est les parties prenantes et faire comprendre. Dans les parties prenantes, il y a les collaborateurs aussi. C'est difficile de leur dire on va changer ce qu'on fait, ce qu'on a toujours fait pour ça. Par exemple, aujourd'hui, on est en train d'enherber l'ensemble du vignoble. Donc c'est très intéressant de voir les réactions de chacun. Le tout premier chef de culture qui est à la retraite mais qui est toujours voisin du domaine qui vient nous voir, il vient nous dire mais vous savez que vous cultivez du raisin, hein, pas de l'herbe. Hein. Et du coup, on doit lui expliquer. Oui, mais tu sais, stockage carbone, tout ça. Oui, mais non, mais ce qui compte, c'est le raisin. Hein. Là, vous n'allez pas avoir de raisin, hein, parce que l'herbe, elle va tout pomper dans les sols. Et du coup, c'est des démarches, c'est des changements. C'est toujours ça. Oui, et donc, les transitions de changement de paradigme, ça prend du temps, et donc il y a des pour et il y a les contre. Donc on parlait du management tout à l'heure, voilà, les transitions face au changement, etc. Ça fait vraiment partie de ce qu'on fait. C'est pour ça que la co-construction est super importante, parce que si on associe tout le monde à ce genre de projet et que tout le monde est impliqué, déjà on comprend pourquoi on fait les choses. D'accord. Et est-ce que tu penses que quand même dans cette démarche, dans cette politique RSE, voilà, la part de communication est plus importante et prend de la place sur les autres tâches qui sont des tâches liées au fonctionnement de l'entreprise traditionnelle? Ça prend du temps parce qu'en effet, décrypter, sensibiliser, informer, c'est quelque chose qui est super important et qui prend beaucoup de temps. Donc oui, clairement, aujourd'hui, moi qui suis à un poste de communication, je pense qu'on parle beaucoup plus de nos pratiques que de nos produits. Mais les pratiques, au final, vont parler des produits parce qu'en fait, c'est nos pratiques qui font le produit. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et après, en effet, tout ce travail dans l'équipe prend aussi beaucoup de temps. Mais les résultats, on les sort dans notre baromètre social qu'on fait tous les ans pour avoir les chiffres, un peu sonder un peu dans l'équipe comment ça se passe. Et on a 100% de confiance et d'optimisme quant à l'avenir de l'entreprise. Ok. Pour en revenir à Bicorp, aujourd'hui, est-ce que d'un point de vue commercial, ça ouvre des portes chez certains clients ou pas forcément? C'est plus pourquoi Bicorp en fait? Pourquoi vous l'avez choisi? C'est pour vous rassurer ou est-ce que c'est justement pour répondre aussi à d'autres parties prenantes telles que vos clients? Donc il y avait nous rassurer avec en effet cette nouvelle démarche de réflexion avec d'autres types de questions. Et en fait, on avait l'illusion de se dire ça va ouvrir des marchés parce que en effet c'est un label international, il y a des grosses entreprises qui sont labellisées.
Les plus connus sont Patagonia, par exemple, mais encore en France, on connaît bien Valrhona, on connaît Veja, mais on connaît aussi des petites maisons de vin qui viennent d'être certifiées. Hein. On salue Rothschild David qui ont obtenu leur certification le mois dernier, mais encore le groupe Bollinger. Donc voilà, là, c'est là où c'est très chouette. On est très content parce qu'il y a des grosses maisons qui viennent d'être certifiées. Grâce à ces grosses maisons, on va pouvoir se ouvrir des portes. On ouvre des portes aujourd'hui à la discussion et aux échanges parce que, comme je parlais tout à l'heure de mouvement, Bicorp est un vrai mouvement et une vraie communauté. Et donc, on peut dire coucou, t'es Bicorp, moi aussi je suis Bicorp, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Et du coup, comme toute relation commerciale, ça va prendre du temps, mais on peut construire quelque chose du coup d'autant plus solide parce qu'on a des bases de RSE. Mais après, en termes de communication aujourd'hui, je pense que c'est grâce à ces dernières maisons, grosses maisons qui viennent d'être certifiées, qu'on va pouvoir vraiment faire bouger les choses d'un point de vue purement commercial. Allez, pour un partage d'expérience, la RSE, est-ce que c'est plus philanthropique, puisqu'au départ, on va dire, l'origine, c'est ça, il y a un côté philanthropique, mais est-ce que ça ne devient pas aussi réglementaire? Alors ça, c'est une très bonne question, et c'est pour ça que, pour moi, la RSE, en fait, il faut se lancer parce que ça va devenir réglementaire, et qu'en fait, il faut anticiper avant que ça nous tombe dessus, parce qu'il y a... Bon, il y a la norme CSRD européenne. Qui est applicable dès cette année, c'est tout ça? À fait. Donc, nous, on est une petite boîte et la plupart des modèles des maisons de vin en France ne seront pas soumises à la loi. Mais en fait, ça arrive. Parce que oui, je crois que ça comprend les entreprises qui ont 250 salariés. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est sur le pôle extra-financier. Tout à fait. Et on n'y est pas encore, en fait. On se dit, c'est bon, mais en fait, c'est vraiment, ça arrive. Et puis on est partie prenante de ces grandes entreprises, n'est-ce pas? Tout à fait, on est partie prenante de ces grandes entreprises et aussi on se fait un peu taper sur les doigts hein, dans la presse quand on allume la radio, le monde du vin des fois, c'est pas ceux qui sont, qui sont applaudis. Et en fait, nous ce qu'on se dit souvent, grâce à la démarche RSE, on fait partie de la solution. On fait partie d'un problème, changement climatique, santé publique, voilà, on vend de l'alcool, donc on fait partie d'enjeux sociétaux, environnementaux. Mais on peut aussi faire partie de la solution. Grâce à une démarche RSE, on apporte des solutions à tout ce qu'on fait et on montre comment on peut réduire nos impacts. Très bien. Quel conseil tu donnerais, toi, à d'autres acteurs de l'industrie du vin qui ont vraiment maintenant envie de passer le cap là? Il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur. Il faut se lancer avec un prisme qualité, pas communication. Okay. Il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent pour faire du greenwashing en fait. Et du coup, se lancer pour se dire ça fera bien pour la com, c'est un peu dommage, je trouve, parce que du coup, ce ne sera pas suffisant en fait, et on pourra voir que c'est creux et que la démarche est creuse. Mais par contre, en termes de business, maintenant, c'est un prérequis. En fait, on estime que toutes les entreprises ont une démarche RSE aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on cherche, par exemple, des nouveaux fournisseurs, avant, on se disait ils ont une démarche RSE en plus, trop bien. Oui. Mais en fait, maintenant, moi, c'est un prérequis, démarche RSE, et je regarde du coup ce qu'ils font. Est-ce que c'est du greenwashing? Est-ce que c'est juste de la com? Ou est-ce que non, vraiment, il y a des preuves et des éléments tangibles? C'est vrai que je lisais que 73% des consommateurs regardaient déjà, au travers d'une marque, son engagement RSE avant d'acheter le produit. Ouais. C'est assez hallucinant. Et c'est vrai que juste montrer qu'on se pose des questions, mais même si on n'est pas lancé dans une démarche RSE, expliquer pourquoi aussi, ça sera office de justification. Dans le monde du vin, on a beaucoup de petits acteurs. Ils vont dire pas le temps, pas les moyens. Et en effet, je comprends totalement et c'est vraiment une réalité. Mais juste de dire voilà, je me pose ces questions. Moi, à mon échelle, j'essaye de faire ça, ça, ça. J'ai pas de label, j'ai pas de traçabilité. Mais voilà ce que je fais et comment je le fais. D'accord. Donc c'est juste prendre le temps. Enfin, c'est juste quelques réunions, on se pose. En plus, je pense que beaucoup d'entreprises ont déjà des voyants verts. Il suffit de les formaliser. Exactement. En fait, c'est ça? Exactement. De mettre derrière des petits indicateurs. Ouais. Et là, je pense qu'il y a des supports à trouver. Est-ce que tu les conseillerais d'aller vers des organismes pour les accompagner ou pas forcément? Ou de faire vraiment complètement en autonomie? Je pense que si on ressent le besoin d'avoir quelqu'un de l'extérieur pour nous aider, c'est super enrichissant parce qu'en plus déjà on gagne une nouvelle partie prenante qui a un regard neuf sur nos pratiques et sur ce qu'on fait et qui peut nous permettre très vite de prendre beaucoup de recul. Rester en autonomie, c'est vrai que c'est bien parce qu'on se connaît, mais du coup l'entre-soi c'est pas non plus très RSE. Oui.
Et c'est vrai que nous, les premiers, on s'est tourné vers l'extérieur pour nous aider et nous accompagner dans cette transition-là. Que ce soit autant pour déployer les outils, comme tu disais, concrètement, comment je suis mes impacts, et ensuite avoir des idées et bénéficier. Après, c'est la part de colibri et c'est la ruche. Mais en fait, on va grandir avec les autres et avoir quelqu'un de l'extérieur va pouvoir nous dire ah attends, je connais eux, ils ont fait ça. Et la RSE, c'est l'entraide, et c'est grandir avec les autres parce que sinon, on ne grandit pas nous, en fait. Et donc, pour justement, tu parlais d'organismes, vous avez fait appel à quelle organisation? Nous, on a fait appel à des consultants qui étaient spécialisés dans la RSE. Donc, à l'époque, en 2014, il n'y en avait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et du coup, il faut leur faire confiance. Et vraiment, je pense que c'est des personnes qui peuvent apporter beaucoup à l'entreprise. Des fois, on se dit, les consultants, voilà, on ne va pas y aller, ça va prendre du temps, etc. Et en fait, pas du tout. C'est avec eux que, comme je disais, on peut prendre du recul, beaucoup de recul et très vite. Et c'est pour ça que c'est important. Alors, quel levier de performance tu as pu constater depuis la mise en place de la politique RSE? D'abord, c'est du recul, 10 ans, c'est pas mal. Ouais. C'est vraiment la performance sociale déjà. L'engagement, la marque employeur. On a des salariés qui restent dans l'entreprise. Je pense à un en particulier qui a eu une opportunité d'embauche chez un confrère du village voisin pour un meilleur poste, meilleur salaire, et qui nous a dit en fait, je reste ici parce que là-bas, je sais que ce sera mal fait. Et c'était vraiment, il ne parlait pas du produit ou quoi, mais vraiment voilà, juste le fonctionnement, les process. Voilà. Et du coup, il dit non, ici, je sais que les choses sont bien faites, qu'on me donne la parole et que je peux m'exprimer. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est top. Et ensuite, sur les impacts environnementaux, il y a des performances qui sont assez importantes parce que justement, le bilan carbone, c'est le gros sujet de la maison et de la filière. Oui, on a fait notre bilan. Okay. Et donc, on est à 1300 et quelques tonnes d'émissions sur tous les scopes. Bien sûr, ça ne veut rien dire. Oui. Parce que là aussi, c'est une des limites d'une démarche RSE et de la filière. Aujourd'hui, en fait, nous, on a fait un bilan avec le CRIT du PACA, soutenu par BPI. Donc encore des organismes qui ont des fonds pour aider et accompagner dans les transitions écologiques. Donc super. Donc, du coup, on a eu leur référentiel à eux, en fait. Mais je vais parler à d'autres vignerons qui ont fait leur bilan carbone aussi. Et en fait, on n'a pas calculé les mêmes choses. Donc, du coup, c'est très difficile de comparer. Ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans la filière vin. On n'a pas beaucoup d'éléments de comparaison. Donc, le benchmark, des indicateurs, c'est bien beau d'avoir des indicateurs, mais en fait, je suis incapable de dire si c'est bien ou pas, en fait, ce que je fais. En revanche, le bilan carbone, peut-être que vous allez le refaire dans quelques années et c'est là où tu pourras comparer. Là, voilà, je présente mes améliorations par rapport à moi et c'est là où, du coup, ça a vraiment de l'intérêt et que c'est très intéressant. Et c'est comme ça, du coup, qu'on peut montrer nos améliorations et nos performances. D'accord. Est-ce que tu aurais des chiffres à partager? Oui, du coup, une action, une action type tout bénef, justement, où on est au vert sur le social, l'environnement et l'économique, c'est, j'en parlais tout à l'heure, la réduction du poids des bouteilles. Quand on est, alors on est passé, les calculs ils datent un peu parce qu'on est passé d'une bouteille qui faisait 600 grammes à 500 grammes. Cette réduction de 100 petits grammes nous a permis de réduire nos émissions carbone à l'équivalent d'une voiture qui parcourt 500 000 km par an. Donc là aussi, c'est des gros chiffres. 500 000 km quand même, c'est pas mal. En fait, voilà, et c'est 100 grammes. C'est 100 grammes que le consommateur n'a pas vu. Et aujourd'hui, on a signé le Bottle Weight Accord de Sustainable Wine Roundtable, qui est un consortium international justement pour le développement durable dans la filière vin. C'est très intéressant parce que ça réunit beaucoup d'acteurs, beaucoup de parties prenantes, autant des distributeurs, des importateurs que des fournisseurs de bouteilles. C'est anglais, américain? C'est anglais. D'accord. C'est né en Angleterre. Et en fait, aujourd'hui, une bouteille légère est considérée à 420 grammes. Et donc, en signant cette charte, on s'engage à atteindre 420 grammes d'ici 2026, en sachant que nous, on était à 450 de moyenne l'année dernière. On sera aux 420 grammes déjà cette année parce qu'on a passé une grande majorité de nos bouteilles en bouteilles qui pèsent 405 grammes. D'accord. Ça, typiquement, d'un point de vue business, on était terrifiés à l'idée de baisser le poids de nos bouteilles parce qu'on disait, on vend quasiment tout en vente par correspondance. Donc, on était là, toutes nos bouteilles vont casser. On est passé à 405 grammes, on a eu 0 casse. Donc on est passé de 600 à 400, en fait, il ne s'est rien passé.
Quelle économie! Et donc ça, c'est des chiffres que tu peux donner. Merci pour ces informations. J'espère que ça va pouvoir permettre à des entreprises viticoles de passer à l'action. Dans la démarche RSE que vous avez mis en place, s'il y avait des erreurs à éviter, ça serait à recommander justement de ne pas faire, ce serait lesquelles? De faire, pour la com, j'en parlais tout à l'heure, souvent j'ai maître de chi ou chef de culture qui viennent me voir, qui me disent regarde, on pourrait faire ça pour la com, c'est top. Je dis en fait, si ça ne te sert à rien, faut pas le faire. Une démarche RSE, c'est une démarche qualité. J'ai une petite phrase qui dit que les processus sont au service de l'entreprise, c'est pas l'entreprise qui est au service des process. Si la démarche en fait RSE doit vous servir à quelque chose, à atteindre un objectif que vous fixez, de réduction d'empreinte carbone, d'amélioration des pratiques, mais faire pour faire, ça sert à rien. Faire parce que c'est bien, parce qu'on se dit que voilà, ça va faire beau sur Instagram, non, il faut pas le faire. Si tu devais refaire cette démarche RSE, est-ce que tu la ferais différemment ou de la même manière? Je dirais de la même manière, parce que si on est arrivé ici aujourd'hui, c'est qu'on a fait quelque chose de bien. Mais en fait, je sais déjà ce que je veux changer pour demain. Donc, c'est ça, c'est vraiment comme on disait, c'est le principe, c'est l'amélioration continue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu ce que je dis qu'il ne faut pas faire. Hein. Les process sont au service de l'entreprise et l'entreprise n'est pas au service des process, mais on tombe dans ces travers-là. Parce que voilà, on a ces indicateurs, ces tableaux et tout. Et des fois, je fonce tête baissée dedans. Et quand je suis au Copilstrat et que je réalise que ça les a fait chier de remplir le tableau, je me dis ok, on n'a pas besoin de ce tableau. Alors si ça vous fait chier de le remplir pour me faire plaisir à la réunion, c'est qu'on n'en a pas besoin. Oui, on n'en a pas besoin. Ok, donc on arrête de faire pour faire. Et du coup, là, j'essaye de construire des nouveaux outils, de chercher des nouvelles choses pour justement gagner en pertinence. Et le fait de devenir société à mission, ça nous a donné un peu plus de recul parce qu'on a écrit ces objectifs statutaires. Voilà, notre ligne directrice, c'est ça. On a notre raison d'être, c'est ça. Tout ce qui gravite autour, les petits trucs, tout ce qui est superflu, en fait, non, on oublie le superflu. On va à l'essentiel, ce qui a du sens, ce qui répond vraiment à nos enjeux, à nos impacts, et on ne s'enquiquine pas avec le reste. D'accord. Perspective d'avenir. Comment envisages-tu l'avenir du vignoble ou même de l'entreprise, justement, dans la durabilité et justement cette responsabilité sociale? On est de plus en plus dans l'ouverture. Une des idées qui est sortie du comité des parties prenantes, justement, c'est de créer une parcelle ouverte, en fait. Donc, inviter des gens de l'extérieur, les écoles, les voisins, les associations du village, à venir co-construire avec nous la parcelle. Et ce qui est super, c'est que du coup, ça nous permettra, nous, de tester des choses, parce que c'est définir avec eux, allez, la plante en agroforesterie, ok, quels arbres, et la vigne, quel cépage, qu'est-ce qu'on fait pour la biodiversité, est-ce qu'on veut attirer tel ou tel type d'oiseau. On est vraiment dans s'ouvrir davantage pour aller chercher des idées de l'extérieur. On a commencé à le faire un peu, j'en parlais, on a un vignoble, un domaine qui est ouvert, les gens viennent se balader le week-end et par exemple on a une stagiaire qui est venue parce qu'en se baladant dans le vignoble, elle a vu qu'on avait installé des nichoirs, elle a vu qu'il y avait de l'enherbement dans les vignes, elle s'est dit ok, ils font des trucs cool et elle est venue pour ça, en stage chez nous, postuler, ouais. Alors que elle ne consommait pas notre vin, elle n'était pas cliente ni rien, mais voilà, elle se baladait le week-end, elle a dit, et du coup en fait à s'ouvrir, on a tout à y gagner et donc je pense qu'on va vraiment ouvrir davantage et quelque chose qui nous tient à cœur et c'est aussi la raison pour laquelle je suis très heureuse de répondre à tes questions, c'est de montrer que c'est possible et aussi d'aider justement ceux qui veulent se lancer dans la démarche. On est de plus en plus sollicités pour nous dire aidez-nous, nous aussi on veut atteindre Bicorp par exemple. J'ai une entreprise qui m'a dit on veut atteindre Bicorp d'ici 2 ans, aide-moi. Je dis waouh, c'est gros, déjà bravo de se dire on y va et en même temps très ambitieux et du coup c'est pouvoir aider et ouvrir ce qu'on fait chez nous pour montrer et pouvoir aider, donner toutes nos compétences, toutes nos connaissances et tous nos outils. D'accord. Alors justement, parenthèse pour revenir sur Bicorp, donc tu préconises quand même avant, il y a une démarche RSE à mettre en place, on est d'accord? Vraie démarche sur les piliers, on part bien, on s'installe, et c'est après que tu peux enclencher un label, ou est-ce que tu peux le faire en même temps? Tu peux le faire en même temps parce que justement le label c'est le guide stratégique en fait. Le label, donc Bicorp en l'occurrence, c'est environ 250 questions.
tu cliques en fonction de la réponse, tu as des questions qui sortent et tout découle en fait de ta stratégie. Donc tu arrives à vraiment construire ton plan d'action avec Bicorp. Et en fait, de le faire de pair, c'est super intéressant parce que tu as les questions qui vont te dire ah oui, c'est ça qui compte aujourd'hui dans les attentes consommateurs, dans les attentes sociétales. Donc je vais le mettre en face de cet objectif stratégique qui pour moi était fort de sens en fait. Après, pour ce qui est de la société à mission, on parle souvent de la fusée à mission où on commence par la RSE, on écrit notre raison d'être et après on devient société à mission. Et là, en effet, c'est important parce que écrire la raison pourquoi tu existes forcément pour répondre à des enjeux. Et donc, l'analyse de risque et l'analyse RSE est très importante pour connaître vraiment tes enjeux. Intéressant, très intéressant. Quels sont les projets à venir pour Maison Le Breton ? Alors, on a plein de projets dans les tuyaux. Justement, 2024 était une année qui a démarré sur les chapeaux de roue et je suis très contente parce que c'est beaucoup de mouvements et j'aime beaucoup le mouvement. Dans un des gros projets avec lequel j'arrive pas trop à trouver la justification par rapport à notre métier, mais quand même, on est sur un projet, une grande tendance de vin qui émerge, qui est le vin sans alcool et la tendance no-low. C'est un projet sur lequel on n'allait pas du tout parce qu'en fait, on a cette réflexion depuis 2-3 ans et on se disait, bah non, nous, notre premier objectif statutaire, c'est le bon. On veut faire un bon produit. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à déguster des vins sans alcool ou avec un faible taux d'alcool qui nous plaisait, donc on ne peut pas le faire. On déguste tout ce qui sort, on découvre toutes les technologies, etc. Et en fait, dans le dialogue avec nos parties prenantes, on a une demande d'un distributeur néerlandais qui dit, moi, je veux un vin à 6 degrés. Okay, et on en discute avec notre comité de mission, qui est donc des personnes qui nous connaissent, qui ont confiance en nous, qui ne connaissent pas forcément le marché du vin, mais qui peuvent nous dire, bah, par rapport à votre mission, est-ce que vous pouvez le faire ou pas ? Et ce sont eux qui nous ont dit, mais en fait, oui, ça a du sens que vous ayez sur ce terrain-là, parce que vous faites les choses bien, donc vous allez forcément essayer de bien le faire. Vous ne sortirez pas un produit qui ne vous plaît pas au goût. Et en plus, là, vous pouvez répondre aux attentes de vos clients, des clients qui veulent consommer de l'alcool à des moments où ils veulent avoir un taux réduit d'alcool, etc. Et donc, du coup, sur un sujet où on était très frileux, grâce à la démarche RSE et tous ces mécanismes d'échange qu'on a mis en place, on se dit, bon, bah, allez, on y va, et on n'a rien à perdre parce qu'on aura tout à apprendre, en fait. Donc, du coup, on est en train de sortir des cuvées à 6 degrés, un blanc et un rouge, qu'on va essayer de mettre en marché, du coup, avant l'été. Parfait, bon, c'est superbe ça. Donc, comme quoi, finalement, dans tout type de projet, avec la RSE, les différents parties prenants et tous ces échanges, finalement, on peut arriver à mettre en place des projets et éviter d'avoir une prise de risque que l'on ressent, mais qui finalement n'a pas lieu d'être, quoi. Exactement. D'accord. Pour revenir sur les parties prenantes, il y en a une en effet que je n'ai pas citée et qui est plus qu'importante dans l'univers du vin, c'est l'environnement et les communs, la nature, l'eau. C'est vrai que on n'a pas de personne pour représenter la terre. Enfin, il n'y a personne qui est apte à représenter la terre, en fait. Et donc, c'est important dans les entreprises de mettre, de nommer un gardien ou une gardienne de la terre, ou d'avoir dans ces parties prenantes quelqu'un qui est en mesure de défendre leurs enjeux. Dans notre comité des parties prenantes, on a le syndicat de l'eau du Lez, qui est le fleuve qui passe chez nous. Donc, du coup, on a quand même des entités formelles et des personnes morales qui sont en mesure de représenter. Mais au sein de l'équipe, c'est très important d'avoir quelqu'un qui peut être le ou la défenseur des droits, la voix de la nature, de la biodiversité, des animaux. Ok, super. Et donc là, du coup, c'est qui ? Chez nous, c'est ma maman qui est gardienne de la nature. Et en fait, c'est ma maman, mais en fait, toute l'équipe est quand même très sensible au sujet. Donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est aussi, justement, la biodiversité est aussi un énorme marqueur du changement climatique et un énorme marqueur qu'on écoute, en fait, pour savoir quand est-ce qu'on vendange. Donc, autant l'écouter pour définir toute notre stratégie d'entreprise, en fait. Mais sur ces belles paroles, je te remercie, Morgane, pour cet échange très constructif et merveilleux. J'espère, chers auditeurs et auditrices, que vous en prendrez pleinement conscience et que vous passerez à l'action très rapidement. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Vous avez aimé cet entretien? Alors partagez-le et attribuez au podcast plein de petites étoiles sur votre plateforme préférée.
Vous serez le moteur de mes prochaines rencontres que je serai ravie de partager avec vous. Et si vous souhaitez soutenir le podcast, faites-vous connaître en envoyant un message à podcast@bleucharon.com. À très vite pour de nouvelles écoutes.